de cette soirée, de la troisième journée, Eric et moi avions un sacré bémol à ajouter sur notre perception de cet homme qui nous avait sauvés en fin d'après-midi. L'émission de BFM TV, qui s'était terminée tardivement, nous avait laissé des doutes sérieux quant à la personnalité de ce Chris, qui ressemblait plus à un pirate qu'au membre de la protection civile qu'il prétendait être. Nos lits nous attendaient, nous étions épuisés. À peine endormi, je me mis à rêver du trajet que nous n'avions pas accompli, et comme si je voulais conjurer le sort, je redémarrai à la sortie de la plage de la Sirène par une séance de cassage de cailloux dont Eric était friand. Entouré de boules graiseuses que j'appelais hamburgers, je voyais au loin la baie de 800 et le petit Blanc-Nez. Nous sommes arrivés au Petit Blanc-Nez au moment où un tyrannosaure se faisait mitrailler par un hélicoptère. Entre le Petit Blanc-Nez et le Cran d'Escale. Un troupeau de vaches paissait au-dessus de la falaise. C'étaient les mêmes vaches que l'on voyait de la départementale 940. Comment avaient-elles vécu l'horreur des derniers jours? Un raptor les a rejointes, mais ce n'est pas pour leur conter fleurette. Les vaches semblaient être paralysées par la frayeur. Le raptor abandonne son festin car une menace se prépare. J'avais souvent emprunté ce chemin entre le Petit Blanc-Nez et le Cran d'Escale. La vue plongeante depuis le sommet des falaises était exceptionnelle.
Les ruines d'installations allemandes de la dernière guerre dissimulaient une faune aussi dangereuse que celle qui les avait construites. Mais l'humain dispose aujourd'hui de moyens de plus en plus sophistiqués pour détruire son ennemi, qu'il fût du Crétacé ou de l'ère moderne. Ce spinosaure vivait au Crétacé, dans ce qui est maintenant l'Égypte, il y a 108 à 95 millions d'années. Comme ce spinosaure, approchons-nous de la falaise et remplaçons un instant notre œil par un microscope électronique à balayage. La craie est constituée en majeure partie de coccolithophoridés, ces organismes marins qui ont sédimenté au fond de la mer, se sont fossilisés et ont pris en masse. Les falaises du Cap Blanc-Nez sont constituées de milliards de coccolithes, ces plaques de calcite, carbonate de calcium qui avaient pour but de protéger l'unique cellule du coccolithophoridé. Voici un coccolithe dont la taille peut varier de 5 à 50 microns, c'est-à-dire entre 5 et 50 millionièmes de mètre, ou entre 5 et 50 millièmes de millimètre. Rendons-nous là au loin, sur le sommet du Cap Blanc-Nez où l'on voit un monument en forme d'obélisque, nommé la Dover Patrol. Ce monument est dédié à la patrouille de Douvres. Il symbolise le sacrifice des soldats français et britanniques pour défendre les eaux du Pas-de-Calais pendant la Première Guerre mondiale. Cet endroit est aussi, selon moi, l'un des plus beaux points de vue du monde, d'où l'on voit les dépôts sédimentaires du Quaternaire, mais aussi ceux appartenant au Crétacé et à l'horizon au Jurassique. Escale visible en contrebas est en effet un site prestigieux.
Mais dans ce paysage prestigieux, mon rêve, car je vous rappelle que je rêve, ne m'a pas fait oublier le restaurant Les Falaises. Avec la sirène et le vent du Nord, il a souvent contribué à notre bonheur gastronomique. Rapprochons-nous de la mer. Au sud, le sentier qui longe le bord de la falaise et qui rejoint le Petit Blanc-Nez semble peu fréquenté. Ci-dessous, le long de ce parking, s'ouvre le Cran d'Escale. Je l'ai emprunté 100 fois, ici avec mon épouse et mes petits-enfants. Ici, avec Eric lors d'une précédente expédition très fructueuse en fossiles. Le Cran d'Escale en rêve, ce n'est pas mal non plus. C'était marée haute, mais nous savions que la mer se retirait peu à peu, en route vers Sangatte. L'excitation des mouettes était sans doute due à la tempête de sable qui se déclencha soudain, à moins que ce ne soit pour une autre raison. Après le météore, une cascade. Décidément, les rêves n'ont pas de logique, à moins que ce soit le météore qui aurait bouleversé l'équilibre de la région.
Bien que je ne fusse jamais capable d'expliquer géologiquement comment une telle cascade pouvait se déverser à cet endroit, j'ai compris que mon rêve avait intégré l'environnement de Cocos Island, île réputée pour ses chutes d'eau. Mon dernier voyage à Sangatte datait de ma visite du tunnel sous la Manche, 50,5 km de longueur, où nous avions étudié la géologie des lieux. Le réveil matin m'extria de ce mini-mélo de rêve dont chacun s'appuyait sur des événements réels qui s'étaient produits au cours des 3 dernières journées ou qui avaient été rappelés par BFM TV. Anxieux de ce qui avait pu se passer pendant la nuit, je repoussai aussitôt sur le bouton du téléviseur un reportage tout aussi étonnant que celui de la veille attira toute mon attention. Le thème de ce reportage consistait à nous présenter les moyens mis en œuvre pour se protéger du pire, la bombe atomique. Le creusement de la montagne Cheyenne aux USA, dans le Colorado, était l'exemple choisi. Le commentateur du film ne tarda pas à revenir sur l'actualité en disant « Maintenant, nous savons qu'il n'y a pas que la bombe qui peut mettre fin à l'humanité, mais aussi les dinosaures. » Je me pinçai pour savoir si je ne rêvais plus. Les dinosaures étaient bien une réalité à prendre en compte pour l'avenir de l'humanité. Un dernier selfie de la salle à manger d'Audagan avant de nous rendre à Boulogne-sur-Mer où nous reprendrons le bateau pour Ostende.
La mer fut calme jusqu'à Calais, mais dès que nous sommes entrés en mer du Nord, le vent s'est levé à nouveau et Ostende nous a accueillis avec d'impressionnantes vagues, comme lorsque nous l'avions quitté. Et nous avons remis nos gilets de sauvetage. Rappel de l'épisode précédent. Après un rêve mouvementé, où dinosaures, météores, chutes d'eau, tempêtes, tunnels sous la Manche se sont joyeusement entrecroisés, ce dernier épisode prépare l'avenir et va nous entraîner, Eric et moi, dans un projet gargantuesque qui nous avait été annoncé par le bénévole de la protection civile. Souvenez-vous, celui qui nous sauva la vie lors de l'attaque des ptéranodons dans la 3e partie de cette série. Ce projet n'est pas un rêve, mais une réalité qui requiert encore aujourd'hui un effort de tous nos instants. Avant de quitter la côte d'Opale, nous avions déjeuné une dernière fois au Vent du Nord, et j'avais acheté le livre Souvenirs sur Audingan que Maris m'avait gentiment dédicacé. Nous avions aussi lu La Voix du Nord et avions appris que des citoyens russes avaient rejoint incognito l'île de Cocos sans visa. Ceci expliquait-il cela? Le naufrage du Cap Brunet serait-il une conséquence de l'exemption de visa pour les citoyens russes en Amérique centrale? On apprend de sources sûres que le ministre russe des Affaires étrangères a signé, il y a 2 semaines à Moscou, un accord avec l'ambassadeur du Costa Rica en Russie. En route vers Ostende, j'avais reçu l'email de notre sauveur de Tardingan, qui avait mis en pièce jointe un contrat de 6 mois pour Eric et moi. Cher monsieur Baldwins, bien reçu votre message. Vous aurez sans doute deviné que je n'étais pas seulement bénévole de la protection civile de Tardingan, mais que j'étais surtout en quête de reptiles volants, et vivants si possible. Je fais en effet partie de la Cocos Genetic Technology. Les 2 reportages que vous avez vus étaient complémentaires. C'est cet environnement-là que vous devez accepter pour vivre parmi nous à Cocos. J'ai vécu 6 mois dans cette île et j'y retournerai bientôt. Si cette mission vous intéresse, je vous rencontrerai à l'Université de Liège où vous serez invité à participer à une conférence sur le sujet. Plus nous approchions d'Ostende, et moi je pensais que notre excursion scientifique avait été un échec. Le hasard avait voulu que nous rencontrions des êtres dont nous pensions qu'ils étaient à jamais disparus, et cet homme armé qui nous en avait préservés. Et je me disais, j'ai soif d'aventure, pourquoi ne suivrions-nous pas ses conseils en nous rendant sur l'île Cocos, qui devrait pendant 6 mois nous réserver bien des surprises? C'est à ce moment-là que j'appris sur un journal belge que le commandant russe pilotant le navire naufragé du Cap Griné s'était débarrassé des policiers français venus l'arrêter en empruntant un gros camion qui n'était pas là par hasard. Je suis l'agent F45B13, me dit une voix féminine. Je suis la secrétaire générale de Cocos Diner. Je vous attends.
comme prévu dans le hall d'entrée de l'Institut de géographie. L'agent H48B42, notre directeur, va me rejoindre d'un moment à l'autre. La conférence, intitulée Cocos Dino, ce n'est pas du cinéma, avait pour conférencier le directeur de cette société, qui devait rencontrer notre recteur dès sa prestation terminée. Comme d'habitude, j'étais à l'avance. Je rejoignis la secrétaire le premier, puis vint une autre dame, qui se présenta comme Senior Communication Manager. L'entreprise semblait avoir les moyens. Cette deuxième dame se mit alors à scruter le gros camion, venu s'installer sur le terre-plein, pendant que la secrétaire ne cessait de téléphoner. Puis arriva une troisième dame à l'accoutrement plutôt original pour assister à une conférence. Décidément, c'était le jour des dames. Après la secrétaire, la communicatrice, la dame en short portant chapeau blanc et bottes de cuir, arriva une quatrième qui se dirigea aussitôt vers le fond du hall. Elle semblait davantage intéressée par l'architecture du bâtiment et ses décors. Le premier homme qui entra se dirigea directement vers Eric, qui regardait les téfras régionaux dans le fond du hall près de la porte de l'amphi. Surpris, Eric se leva de sa chaise et se mit debout face à cet homme qu'il ne reconnaissait pas. Je les rejoignis. L'homme nous dit alors « Quelqu'un vous a proposé un contrat de 6 mois chez Sir Ronald Boston. » Le conférencier n'y allait pas. « J'ai mieux que cela à vous proposer. Quand il aura terminé sa conférence, rejoignez-moi dehors. Vous comprendrez, ajouta-t-il mystérieusement. Puis il nous quitta lentement vers la sortie de l'Institut. Eric me dit alors qui était cet homme. Oscar, le bus, venait de nous déposer. Tu attendais le taxi de l'hôtel Saint-Jean qui allait nous apporter les valises. Pendant ce temps, j'étais chez Maryse, au vent du Nord, pour réserver une table. C'était le jour où les ptéranodons avaient attaqué le raptor dans la cour de l'appartement. Cet homme m'avait offert un vin blanc et quand j'ai voulu lui offrir une tournée à mon tour, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille à Audrecel quand nous avons pris un café sur la place. Il m'a gentiment proposé de m'y conduire, voilà tout. Pendant le trajet d'Odingan à Audrecel, cet homme m'a dit qu'il était russe et chauffeur de gros poids lourds. Je me rends souvent à Liège, car votre clinique vétérinaire est connue dans le monde entier pour sa compétence, a-t-il précisé. Arrivé à hauteur de la plage du Noirda, il m'a dit « C'est là que se trouvaient 2 T-Rex ce matin. »
Rien d'intéressant, on le savait déjà, par le médusé de la rue des Méduses, ajouta Eric. Depuis quelques semaines, il fréquentait le restaurant. Quoi de plus normal que cela? Eric poursuivit. Je n'ai pas trouvé nécessaire de t'informer de ce banal événement. Comparé à ce que nous venions de vivre, toi, dans la cour et moi depuis la fenêtre du restaurant, j'étais en effet dans la cour à ce moment-là. Pendant qu'Eric se trouvait à l'intérieur du restaurant, reprenons le cours des événements à l'Institut de géographie au moment où entrent des hommes, plus étranges les uns que les autres, comme si on leur avait demandé de se grimer. Je compris vite que c'était la bande de Cocos Island, dont certains membres n'appréciaient pas que je les photographie. Un membre sortit même son revolver, pour le fun évidemment, avec un ranger costaricain à ses côtés. Puis Chris de Tardingan est arrivé, comme il l'avait promis. La responsable de la communication présenta le directeur, un certain Ronald Boston, comme la ville. Le titre de la conférence apparut sur l'écran. Souvenons-nous de notre jeunesse, de Jim Hawkins, Pew l'aveugle, Long John Silver, Trelawney, et j'en oublie. Le trésor se trouvait à Cocos Island. On dit d'ailleurs qu'il est toujours enterré quelque part sur l'île. Boston poursuivit. Je ne pouvais pas passer sous silence les possibilités de découverte d'un trésor sur Cocos, surtout dans les grottes qui foisonnent sur l'île. Toutefois, les nombreuses excavations qui ont transformé cette île n'ont permis, semble-t-il, aucune découverte, sauf si le découvreur est resté muet. Avant d'aborder le sujet du jour, étudions son environnement. Le film qui suit est antérieur à la construction du Cocos Dino Park, mais comme il provient de l'équipe Cousteau et traduit en français, je tiens à vous présenter quelques extraits. Histoire de Cocos Island, mieux vaut savoir où l'on met les pieds. Aujourd'hui, dans le Pacifique, nous mettons le cap sur une terre si lointaine qu'elle a servi autrefois de cachette aux pirates. La minuscule île Coco est peut-être le rêve qui nous hante tous. On l'appelait le trésor de Lima. Des richesses provenant de toute l'Amérique du Sud auraient été amoncelées dans la capitale péruvienne par les conquistadors espagnols. L'or des Andes, l'argent de l'Équateur, les émeraudes de Colombie. Le trésor fabuleux de Lima a disparu à jamais et seule sa légende lui a survécu jusqu'à aujourd'hui. À l'Institut national de géographie du Costa Rica, des documents fournissent des indices sur le lieu où il se trouve. Dominique Sumian, qui cherche à déterminer les meilleurs sites d'exploration pour l'Alcyone, apprend que le trésor de Lima passe pour être enterré sur une île au large de l'Amérique centrale. Jadis repère de pirates et de flibustiers,
la petite île Coco recèlerait, dit-on, plus de trésors cachés qu'aucun autre lieu, y compris l'illustre trésor de Lima. Christopher Weston, journaliste, raconte. Les riches citoyens de Lima et les gens d'église demandèrent au capitaine Thompson d'embarquer leurs biens à bord de son vaisseau, le Mary Dear, et de les leur rapporter si jamais San Martin ou Bolivar connaissaient la défaite. L'équipage du navire se mutina en voyant ces richesses. Ils s'emparèrent du navire, coupèrent la gorge des soldats et des prêtres, les jetèrent aux requins et prirent le large. Leur destination n'était autre que l'île Coco, précise Weston. Le trésor était évalué à 100 millions de dollars. Selon Hancock, les sommes qui ont été dépensées à rechercher le trésor sont supérieures à sa valeur. Weston, quant à lui, est convaincu qu'un jour, quelqu'un trouvera le trésor sur l'île Coco, mais ce sera certainement par hasard. Peu de trésors perdus ont excité autant de convoitises. Plus de 500 expéditions ont fouillé l'île, depuis de pauvres hères armés de simples bêches jusqu'à des romanciers et même au président des États-Unis, Franklin Roosevelt. L'équipe découvrit les vestiges d'un camp de chercheurs de trésors et put déchiffrer sur le rivage de nombreuses inscriptions gravées dans la roche. Marque laissée ici au fil des siècles par les marins de passage, comme sur un livre d'or en pierre. On croit que l'île Coco servit de modèle à Robert Louis Stevenson pour son île au trésor. Elle hébergea des boucaniers comme Morgan, Drake ou Dampier. Peut-être ont-ils jadis navigué et jeté l'ancre là où Philippe Rueff navigue aujourd'hui. Pendant ce temps, Rueff et Sumian satisfont leur curiosité. D'après une légende, un énorme rocher surmonterait le trésor de Lima. Bon, allez. Ok, la distance minimum, c'est... Rien de spécial. Autant pour les richesses cachées. Umanzoa explique que les cochons ont été lâchés ici il y a 200 ans par un baleinier britannique. Passés à l'état sauvage, ils creusent les sols de l'île qui sont lessivés par la pluie. Les gardes-côtes postés ici essaient d'éliminer les cochons en les chassant. C'est difficile, car il y a plus de 1500 cochons. Les cochons ont été introduits ici avec les meilleures intentions, procurer de la viande aux marins de passage. Mais au fil des années, en l'absence de prédateurs locaux, uniquement limités par les ressources alimentaires, ils se sont multipliés de façon dramatique. Heureusement, le parc achètera bientôt les cochons comme nourriture pour leurs espèces carnivores. De même que dans leur restaurant, le porc sauvage de Cocos sera très apprécié, par les touristes américains surtout. J'ai aussi entendu dire, ajoute Cornu, que le Costa Rica étudierait volontiers toutes les propositions visant à développer le tourisme sur Coco. Qu'en est-il exactement? C'est un problème, dit Dengo. Le Costa Rica souffre d'une situation économique critique due aux dettes extérieures du pays. Il prête donc attention à toutes les propositions si elles comportent une possibilité d'investissement, touristique, industriel ou autre. Mais au plus haut niveau, le président, les ministres et les autorités exécutives du pays ne sont pas prêts à brader les richesses et l'héritage qui doivent être transmis aux générations futures.
Il ne s'agit pas de fermer les portes, mais le Costa Rica examine les propositions avec la plus grande vigilance. Le Costa Rica s'efforce de veiller sans relâche sur les richesses naturelles de l'île, mais n'a pas les moyens de détacher plus de 3 hommes pour monter la garde contre les braconniers. On leur donne des carabines, mais ils n'ont même pas un bateau à moteur pour faire des tournées d'inspection dans les eaux de Coco. Le titre de la conférence était judicieux. Cocos Dino, ce n'était pas du cinéma, en effet. Et le directeur commença par dire qu'il valait mieux ne plus s'intéresser aux films de fiction qui avaient été réalisés sur base d'une reconstitution hypothétique. Les dinosaures fossiles, souvent brisés, recroquevillés et incomplets, étaient trompeurs. Il fallait désormais s'attacher davantage à l'anatomie réelle de ces espèces vivantes, dont nous disposions aujourd'hui d'un échantillon important. On continuera à reconstituer les dinosaures fossilisés à partir de leurs fragments, mais cette fois avec l'aide de modèles vivants, dont le déhanchement et la radiographie ne laisseront plus aucun doute sur la vérité anatomique de l'espèce. La reconstitution des dinosaures au Musée des sciences naturelles de Bruxelles et ailleurs sera ainsi facilitée, et elle restera utile, car le vivant ne sera jamais qu'un instantané, les fossiles étant le film de l'évolution. Par exemple, si nous disposions d'iguanodons vivants, ce qui n'est pas encore le cas, nous saurions avec certitude si cette espèce est bipède ou quadrupède, ou les deux. Sur la vidéo suivante, au Musée des sciences naturelles de Bruxelles, le doute subsiste. L'iguanodo de Bernissart était-il assis sur sa grosse queue musclée dans la position du kangourou, comme reconstitué dans la vitrine, ou était-il positionné sur ses 4 pattes, comme le modèle extérieur de la vitrine? Maintenant, rendons-nous à Cocos Island. Cocos Island est situé à 532 km à l'ouest du Costa Rica. Le reportage de BFM TV sur Coco Island, qui précédait celui sur la montagne Cheyenne, nous avait donné une assez bonne appréciation de ce lieu d'origine volcanique perché au-dessus d'une montagne marine. D'origine volcanique et tectonique, l'île de Cocos est la seule île de la plaque de Cocos, l'une des plaques tectoniques mineures. L'île a une superficie de 24 km². Les roches les plus anciennes datent du Pliocène tardif, c'est-à-dire environ 2,5 millions d'années, et sont formées par le basalte dû au refroidissement de la lave. Le Cerro Iglesias est le point culminant de l'île, à 634 mètres. Isla Manuelita fait partie de Cocos. Elle se détache du morceau principal sur quelques centaines de mètres. Ce rocher est parfois surnommé The Creepy Face, le visage d'épouvante. Sur cette carte, le périmètre de l'île constitué de falaises est interrompu par 2 baies de sable, Wafer et Chatham. Pour débarquer ou atterrir sur Cocos Island, il faut l'autorisation des Rangers, c'est-à-dire des gardes mobiles qui parcourent l'ensemble de l'île.
Nous avons un représentant parmi nous. Voulez-vous bien vous lever, monsieur? Merci. Monsieur ne parle pas bien le français, mais si vous l'interrogez en espagnol, il vous dira qu'il n'est plus possible d'aller réaliser des fouilles là-bas sans l'accord du gouvernement costaricain. Or, celui-ci refuse systématiquement les demandes, sauf si elles ont un but scientifique. Le bateau russe qui a vidé sa cargaison au Cap Griné a accosté dans Wafer Bay. L'équipage russe avait une mission scientifique bien définie, mais j'ignore comment elle était libellée, conclut Boston. Le navire russe était administrativement en ordre et le chargement des conteneurs s'était passé correctement à l'aide des hélicoptères. Ces containers, d'où venaient-ils? Réponse: la cargaison ne pouvait provenir que de la partie sud-ouest de l'île. Il faut évidemment rappeler que la Dinomania internationale s'est installée la première sur cette île avec Isla Nublar, le nom que lui donna Crichton, puis avec l'organisation Jurassic World, dont les objectifs sont davantage basés sur le tourisme. C'est dans cette partie sud-ouest de l'île que se trouve le point culminant, le Cerro Iglesias, 634 mètres. C'est sous ce massif que se trouve l'installation du projet gargantuesque auquel Eric et moi avions finalement décidé de participer. Sous ces 10 km² a lieu la plus grande opération biologique de tous les temps. C'est de là que provenait la cargaison russe. Les dinosaures avaient été transférés par des hélicoptères russes du site de Cocos-Dino vers le navire russe, environ 6 km, sous une surveillance militaire armée, multinationale, prête à intervenir en toutes circonstances. Pour les jeunes végétosaures, Triceratops, Iguanodon, Stégosaures, les cages pour chevaux suffisaient. Quant aux brachiosaures, il se déplaça par voie terrestre, à travers les coupe-feux, dans la forêt, étant donné son volume et son poids, 40 tonnes. C'est dire qu'une cale du navire avait été réservée à lui seul. Sur la photo suivante, vous trouverez deux autres cages fabriquées par Julien Roméo, comme celle que l'on vient d'extraire de l'hélicoptère russe.
La vigilance de nos gardes-côtes a heureusement empêché une catastrophe. Un tyrannosaure s'est enfoui de son enclos. Mais aujourd'hui, une telle évasion est impossible. Les clôtures de 10 000 volts repoussent même les brachiosaures, dont la masse de 30 à 50 tonnes peut causer bien des dégâts. Reportage de l'intervention pour remettre le T-Rex au bercail. Voici la vidéo qui suivra depuis mon bureau, précise à Boston. Les vaches et autres nourritures journalières des dinosaures font aussi partie de notre environnement immédiat. Sans oublier les cochons sauvages qui ne cessent de se reproduire depuis 200 ans. Certes, les 10 000 volts indiqués sur leur clôture n'étaient pas de circonstance pour ces animaux. Maintenant, mesdames et messieurs, voici le principal, notre Cocos Dino Complex, comme nous l'appelons, en référence à la Cheyenne Mountain Complex. Ces deux lieux font partie des 10 lieux top secrets les plus inaccessibles au monde. Parmi ces lieux top secrets se trouvent aussi, rappelons-le, le Fort Knox, qui abrite la réserve d'or des États-Unis, la zone 51 dans le Nevada, connue pour ses tests et développements dans l'aérospatial, mais aussi, dit-on, des expériences sur des aliens. L'église secrète des Mormons dans l'Utah, cachée à 200 mètres sous terre, et j'en passe. Voyons nos ressemblances avec la Cheyenne Mountain. Notre installation, comme la leur, est protégée par des portes blindées anti-souffle de 25 tonnes et descend à plus de 600 mètres sous terre. Elle est censée résister à une attaque nucléaire de 5 mégatonnes si l'explosion a lieu dans un rayon de 5 km.
Maintenant, voici Cocos Dino Complex. Voyez le tunnel dans le rocher et le bâtiment de la direction, à droite. Cette porte de 25 tonnes protège tout accès vers les animaux carnivores ou très rares. À ne surtout pas approcher sans laisser passer. De jour comme de nuit, ce tunnel est lugubre. Quand les Américains ont découvert le tunnel du camp de Dora, destiné à abriter les fusées V2, ils ont trouvé des nazis, désireux de les aider après la guerre. Ceux-ci ont donné leur plan. Heureusement, les herbivores, comme ce stégosaure traversant le couloir central de notre bunker anti-atomique, ne nous posent pas trop de problèmes. D'ailleurs, notre unique brachiosaure, tout récemment récupéré après le naufrage du Griné, est venu nous dire bonjour le long de nos fenêtres, comme le montre la séquence suivante, mais il était sous contrôle. Vous imaginez la frayeur des employés non prévenus de cette promenade de santé. Il est conduit chaque jour vers la chute d'eau la plus proche pour prendre un bain. Il est accompagné par un hélicoptère dans lequel un vétérinaire le commande et le surveille. Voyons maintenant ce qui se passe sous terre. Nous avons imité le plus possible le complexe Cheyenne Mountain. Sauf que nous, notre ville souterraine n'est pas creusée dans le granit, comme dans le Colorado, mais dans la lave d'andésite. Dans le bunker se trouvent beaucoup de lits pour le personnel et des suites pour les personnalités. Les équipements comprennent plusieurs bureaux, un établissement médical, un magasin, une cafétéria et des centres de conditionnement physique. Parmi vous, qui nous rejoindront là-bas, et je sais qu'il y en a parmi vous, vivront dans cette ville souterraine dans laquelle tout le confort existe. La visite de M. Trump est programmée dans 4 mois, et vous ferez partie des VIP qui l'accueilleront. Mettons le zoom sur les installations de commodité, cuisine, restaurant et chambre.
en haut, en surface, voyez, village de défense du fort. Rien n'est laissé au hasard. Jolie kitchen, mess rooms et sleeping quarters. Que peut-on manger de bon dans ce village souterrain? Demanda un militaire venu spécialement pour les commodités. De tout, des porcs sauvages et tous les fruits de mer évidemment, répondit Boston. Mais le top du menu sera bientôt le gallimimus, sauce cocos. Gallimimus signifie qui imite la poule. Considérez que c'est une grande dinde. Souvenez-vous de Jurassic Park. Ce qui va suivre est mon œuvre personnelle, dit-il alors fièrement. Voici à quoi ressemble Gallimimus. C'est évidemment moins bien que la présentation de Jurassic World, société dinomaniaque installée à Cocos Island, dont voici un extrait de publicité. Vous voulez une autre pandémie? En proposant ces animaux dans votre restaurant, s'exclama un homme au premier rang en se tournant vers l'auditoire. C'est insensé. Boston avait préparé une réponse. Ce plat ne fait pas partie de notre menu. N'ayez aucune crainte. Pourquoi Spielberg a-t-il choisi Hawaï, alors que Cocos Island aurait pu convenir? Ne pensez-vous pas qu'il voulait surtout côtoyer les Hawaïennes pendant son long séjour de tournage? Je ne sais pas si ce sont les femmes qui l'attiraient là-bas, reprit très sérieusement Boston, mais le climat de Hawaï et son environnement sont bien moins rudes qu'à Cocos. Comme pour réprimer le fou rire, la dame posa aussitôt une question plus pertinente. « Professeur, pouvez-vous me dire quel va être votre plus gros investissement ?»« Certainement la géothermie de l'île, qui fournira toute l'énergie nécessaire à nos installations et nous supprimera définitivement notre besoin en énergie fossile non renouvelable. Notre budget prévoit 2 géologues pour étudier ce projet. Nous le débuterons après la fin du nettoyage de l'île, dont voici un mini-reportage. We are here in Cocos Island, in Costa Rica. Here we have all the wildlife that you can imagine. Evidence that there is a big change in Costa Rica is that the minister called Sea Shepherd and make a project together in Cocos Island. It's the first project of a big size in the last 20 years. The Minister of Environment, Carlos Manuel Rodriguez, believes that it is important to have Sea Shepherd here in Costa Rica. So we are here in Coco to pick up mainly fishing gear, so it's like a lot of nylon long lines, a lot of buoys. Beside that there is all the gears that the ranger had since 30 years as well, like washing machine, dryer, fridge, tractor, boats that they accumulate since 25 years. Les questions fusaient. Professeur Boston, pouvez-vous m'expliquer à quoi servent vraiment les dinosaures aujourd'hui?
Et pourquoi faut-il déployer tant d'énergie pour les produire à nouveau, alors qu'ils ont disparu depuis une éternité? Demanda cet homme au regard soupçonneux. Boston répondit d'emblée. D'un point de vue purement utilitariste, il ne sert peut-être pas à grand-chose, comme d'ailleurs les fossiles qui étudient les paléontologues et les musées qui les exposent. Utile peut-être, si nous savons domestiquer leurs forces et parvenons à les élever et en faire une arme défensive en cas de conflit par exemple. Une attaque bien ciblée par des ptéranodons, porteurs de grenades ou non, peut faire des dégâts. Et une attaque d'infanterie soutenue par des tyrannosaures ou vélociraptors dociles à nos desiderata causerait des soucis majeurs à une armée ennemie. Je n'y connais rien en stratégie militaire, reprit la dame. Mais qui cela peut-il intéresser? C'est de la science-fiction, ce que vous dites, lança-t-elle à l'auditoire. Boston répondit. La dino-infanterie n'est pas un rêve, c'est un moyen de nous préserver contre les ennemis de tous bords. Coco Island est notre premier site de production biogénétique de ces animaux, ainsi que le premier lieu de conditionnement et d'entraînement à la guerre totale que pourraient déclencher des esprits perturbés, comme ceux que l'on rencontre en Corée du Nord, par exemple. Ne rigolez pas, la science-fiction peut devenir vite réalité. Approche ta jolie petite gueule de ma hache. Celui-ci compte pour moi. Boston poursuivit. Mais à côté de cela, la paléontologie a aussi de nombreux messages à transmettre. Depuis environ 2 siècles, ces découvertes ont modifié notre conception de la place de l'homme dans l'univers, et c'est loin d'être fini. La dame qui s'était intéressée à l'architecture et à la décoration de l'Institut de géographie se leva et posa une question à son tour. Professeur Boston, vous avez présenté Cocos Diner en parlant des lieux, du tunnel, du village souterrain. Vous nous avez parlé de la sécurité et des quelques rares échappées de vos résidents, mais vous ne nous avez pas montré de photos sur vos recherches, ni d'ailleurs de photos sur vos laboratoires, sur vos installations hospitalières, ni de plans de sauvetage en cas d'urgence. Pourquoi? Boston passa alors la parole à l'un de ses collaborateurs qui était chargé de la sécurité de Cocos Dino Complex. Et voici ce qu'il répondit. Vous imaginez bien que nos recherches sont top secrets et ne doivent pas être étalées au public. Quant au plan de sauvetage d'urgence, il existe pour les humains. Notre personnel, celui de Jurassic World et les Rangers connaissent bien la procédure à suivre. Dans les cas extrêmes, pour exterminer nos dangereux pensionnaires, nous utiliserons des souris shootées au Doliprane, comme l'ont fait les Américains pour les serpents de l'île de Guam. La probabilité d'une telle extinction volontaire est pratiquement nulle, s'exclama Boston. Quelques spectateurs quittaient déjà la salle. Ce fut alors au tour de Chris de monter sur scène, Chris de Tardingan comme je l'appelais. Chris prit alors la parole et dit « Le chef de la sécurité reste sur l'île. Quant à moi, je suis itinérant et me déplace quand c'est nécessaire, comme pour le navire russe par exemple. Mesdames et messieurs, je suis ici précisément pour témoigner que les incidents éventuels qui pourraient avoir lieu sont systématiquement contrés par une équipe de surveillants attitrés comme je le suis. Pourquoi pensez-vous que la plupart des dinosaures échappés aux Grynnées ont été récupérés sans dégâts collatéraux majeurs, à part quelques ptérosaures que j'ai dû abattre? C'est notre équipe de monitoring en permanence au service de la Cocos Biotechnology qui a assuré ce contrôle.
Soudain, la Communication Manager rentra précipitamment dans l'amphi et cria en ouvrant les bras vers le ciel « Mesdames, Messieurs, par ordre de la police, nous interrompons cette conférence. Sortez immédiatement. » Que s'était-il donc passé pendant cette conférence? Je l'appris plus tard, car tous les journaux belges et français racontèrent cette histoire avec moult détails scientifiques, mais aussi pas mal de digressions fantasmagoriques. En fait, un énorme camion, muni d'un élévateur, avait déposé 2 colis en face de la clinique vétérinaire, à 2 km environ du lieu de la conférence. Les spécialistes avaient reconnu tout de suite qu'il s'agissait de cages destinées aux animaux récalcitrants. Le camion avait alors dégagé le rond-point de l'Institut vétérinaire et était venu se garer sur le terre-plein près de l'Institut de géographie, ce qui, comme nous l'avons vu précédemment, avait intrigué la Communication Manager qui en avait fait part à Ronald Boston. Le chauffeur du poids lourd n'était autre que le Russe, qui était venu donner un conseil à Eric en lui rappelant qu'il l'avait rencontré au vent du Nord et il avait aidé à retrouver son portefeuille oublié à Oudrecel. Les journaux avaient alors écrit que le chauffeur du poids lourd faisait partie de la même bande mafieuse russe que le capitaine du navire, et que le naufrage du Griné avait été décidé de manière à récupérer puis commercialiser les dinosaures échappés des conteneurs maritimes. Commercialisés par qui et pour qui, personne ne le savait. Ce que les journaux n'ont pas écrit, c'est la raison pour laquelle la conférence fut interrompue. Voici l'explication. Trois mois plus tard, nous survolions Cocos Island.
avons investi une partie de notre budget dans l'achat du dernier cri des détecteurs de métaux, tant la publicité de Boston sur l'île au trésor nous avait séduits. Un mois plus tard, le président Trump visita Cocos Dino Complex, équipé de son revolver personnel, l'outil indispensable qui accompagnait son slogan préféré « Make America Great Again ». Je voudrais terminer par une note positive sur les dinosaures, en faisant allusion à mes 3 petits-enfants. Les enfants adorent les histoires qui font peur. Les dinosaures les aident à surmonter leurs propres angoisses. Ils sont également fiers de pouvoir impressionner leurs parents avec des noms de dinosaures extrêmement compliqués. La satisfaction des parents qui en résulte augmente encore leur intérêt. La disparition soudaine des dinosaures marque les esprits et éveille la curiosité des petits et grands. Où sont-ils passés? Fascinés par ces créatures devenues presque mystiques, les enfants cherchent à en savoir toujours plus et développent ainsi leur connaissance sur des sujets tels que l'évolution des espèces, les chaînes alimentaires, la fossilisation. C'est pourquoi je ne résiste pas à vous montrer la séquence que j'ai tournée au Musée des sciences naturelles de Bruxelles devant un pachycéphalosaure un tantinet excité. Puis, je terminerai cette 5e et dernière partie de mon film par ce qui est devenu mon logo cinématographique, Dino Baldwin Mayer, moi aussi victime de dinomania depuis mon plus jeune âge. Mamie va vous montrer, le pachycéphalosaure ne passera pas au travers de la vitre. Allez, cousin Robin, va caresser la vitre. Allez, cousin Milo, va caresser la vitre. Pas étonnant que le papy soit devenu accro aux dinos. Aux îles, il y a la relativité du temps.
Souvenons-nous du roman Sperminator, où j'ai imaginé en 2005 une pandémie de phages géants à dimension humaine envahir la Terre et Angie, mon village natal, toujours présent en toutes circonstances dans ma mémoire d'enfant. C'était une production d'Ino Baldwin Mayer.